Salut tout le monde. Pour cet épisode, nous allons tenter de débrouiller si la Ferrari 250 GTO est une légende ou pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom ou pas. Adulé par les ferraristes, adoré par les passionnés de belle mécanique, encensé par les esthètes, la Ferrari 250 GTO est considérée comme la plus belle voiture de course de tous les temps. Elle doit son existence à la création du championnat Grand Tourisme, course d'endurance dont l'épreuve reine est les 24 heures du Mans. La plus haute catégorie en GT était le groupe 3. Pour y participer, une voiture devait être homologuée pour la route et produite à 100 exemplaires. C'est Giotto Bizzarini qui se met à la tâche pour la création de la 250 GTO. Si la partie technique est sur des rails, la composante humaine prend un tour inattendu. En fait, pas si inattendu que cela pour qui connaît le caractère de Enzo Ferrari. À la suite d'une dispute houleuse avec son ingénieur, celui-ci remercie tout simplement Bizzarini. Enzo Ferrari n'étant jamais sans ressources, il met Mauro Forgieri et la carrosserie Scaglietti à la tête du projet. Basiquement, la voiture est équipée du V12 3 litres de la Ferrari 250 Testarossa, voiture de compétition par excellence. Plus puissant et mieux adapté à la compétition avec son carter sec, ce moteur est dérivé toutefois de la version Stradale. À cette époque, les V12 Ferrari étaient désignés par leur cylindrée unitaire. Donc le 250 du 250 GTO correspond à 250 cm3 par cylindre. Lorsqu'on le multiplie par 12, on obtient bien la cylindrée de 3 litres, 3000 cm3. Testarossa faisait référence à la couleur des culasses. Pour différencier ces moteurs, Enzo Ferrari avait fait peindre les culasses des moteurs de compétition. C'était d'ailleurs une très bonne idée marketing, car quiconque voyait un moteur haute performance Ferrari l'identifiait immédiatement à ses culasses rouges. La voiture est finalement un ensemble extrêmement bien équilibré. Elle utilise simplement les meilleures techniques de l'époque. Même si elle est censée être une voiture de route, la 250 GTO est dépourvue de tout équipement de luxe. Pas de moquette, pas d'insonorisant, pas même de tissu sur les sièges, encore moins de compteur de vitesse. Étonnant pour une voiture de route. Pas facile, dans ces conditions, de vendre 100 exemplaires. Vous ne trouvez pas? Eh bien, Enzo Ferrari n'avait tout simplement pas prévu d'en vendre autant, et surtout pas d'en produire autant, vu le prix de la bête. Basé sur la 250 GT, il Commendatore décide, de son propre chef, qu'il peut déclarer toute 250 GT comme une 250 GTO, en utilisant le même numéro de châssis. Les numéros de châssis des GTO sont du coup totalement indissociables de ceux des 250 GT ou 250 GTE. Afin d'éviter un contrôle de la fédération qui risque de révéler la supercherie, Enzo Ferrari fait construire les GTO avec des numéros de châssis non consécutifs qui ne se suivent pas. Ainsi, cela laisse suggérer que les numéros de châssis intercalaires sont également des GTO, sans être parfaitement clair sur le sujet. De plus, Enzo Ferrari fait présenter des GTO un peu partout en Europe, laissant suggérer qu'une grosse production a été mise en place. En fait, on déplace rapidement les voitures, on modifie un petit accessoire tel qu'une ouverture de capot ou une bande décorative pour faire penser que c'est une autre auto. Si le public est totalement dupe de la manœuvre, la fédération a des doutes. Connaissant bien Enzo Ferrari et sa notion toute relative du respect du règlement, des dirigeants de la fédération décident de rencontrer il Commendatore. S'ensuit un dialogue de sourds, où la fédération ne voulant pas froisser Enzo Ferrari, et Enzo Ferrari ne répondant pas clairement aux questions de la fédération. Finalement, la fédération ferme les yeux et autorise la 250 GTO à concourir en l'état. Seules 36 voitures sont produites et quelques-unes vendues à des clients particuliers et privilégiés. Véritable voiture de course, la 250 GTO se mesure à des voitures qui ont respecté le règlement de la fédération à la lettre, telles que la Jaguar Type E ou l'Aston Martin DB4 GT. Désavantagées, celles-ci ne peuvent rivaliser avec la 250 GTO, qui commence à truster les victoires.
Elle gagne toutes les courses les plus prestigieuses, telles que les 24 heures du Mans, telles que les 12 heures de Sebring ou les 1000 km de Daytona. La voiture devient la véritable star de la catégorie GT jusqu'en 1964. C'est cette année-là qu'Enzo Ferrari va encore plus loin, en présentant une 250 GTO 4 litres, avec une aérodynamique améliorée. Malgré le changement de cylindrée, et pour ne pas perdre le bénéfice de l'homologation de la 250 GTO de 1962, Enzo Ferrari ne change pas le nom, elle reste une 250 GTO. Elle court donc comme une simple évolution de la première, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Seules 3 voitures de ce modèle-là seront produites. Dès 1965, la fédération est consciente du fait que tous les constructeurs ont imité Ferrari et que les GT en compétition sont en fait des prototypes. La fédération donne à la catégorie prototype ses lettres de noblesse et elle devient la catégorie reine des courses d'endurance. La catégorie GT est du coup réservée aux écuries privées et aux gentleman drivers, avec des voitures réellement dérivées des voitures de série. La leçon que l'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'Enzo Ferrari a été particulièrement malin. Il a enfumé la fédération en ne lui laissant que 2 choix. Soit la fédération se fâchait avec Ferrari et Ferrari quittait le championnat, soit la fédération se taisait et avait un championnat passionnant avec tous les aficionados de Ferrari, et ce sans perdre la face puisqu'il n'avait pas réellement connaissance des vrais tenants et aboutissants de cette histoire. Plutôt pratique, non? L'histoire de la Ferrari 250 GTO ne s'arrête pourtant pas là. Rendue obsolète par les nouveaux règlements de la FIA, la 250 GTO connaît une deuxième vie dans les courses régionales, voire comme voiture de route pour des clients prestigieux en mal de reconnaissance. Dès la fin des années 60, les voitures de collection commencent à avoir la cote et les valeurs commencent à monter. De plus, les spéculateurs commencent à s'intéresser à l'automobile en tant qu'objet d'art, comme d'ailleurs les gens qui ont un peu d'argent à blanchir. Les années 80 voient la cote de la 250 GTO monter à des niveaux jamais vus. La voiture explose plusieurs fois le record du monde de valeur aux enchères. C'est dans ce contexte que certains décident de faire des copies de la voiture. Si certaines sont plus des évocations que des répliques, tant elles sont éloignées de l'original, d'autres sont plus fidèles, mais toujours reconnaissables comme étant des copies, comme celles qui ont été faites sur base de la Datsun 240 ou 260Z. D'ailleurs, les proportions de la voiture s'y prêtent pour la bonne et simple raison que les Japonais ont copié la 250 GTO pour faire ce produit-là. Pourtant, un homme décide de faire différemment. Il s'appelle Alain Garnier et il construit une 250 GTO sur la base d'une 250 GTE 2+2. La précision du travail fait que la voiture est totalement indiscernable d'une vraie GTO. La voiture est remarquée par un investisseur et s'ensuit une histoire totalement ubuesque, où une société est créée en vue de créer de vraies fausses Ferrari GTO. Comme les numéros de châssis sont les mêmes sur la 250 GT ou GTE, rien n'interdit de recarrosser une GTE en GTO. Du coup, si on améliore légèrement le moteur, qu'on met une boîte 5 vitesses et quelques améliorations, on va avoir une vraie fausse GTO. C'est totalement légal et il semblerait même que l'usine ait procédé à de telles modifications pour des clients très particuliers en leur délivrant même de faux passeports FIA pour les voitures. Les choses se gâtent lorsque William Favre, un avocat suisse, décide de vendre ses voitures et d'en faire un business. Enzo Ferrari se fâche tout rouge et entame des poursuites contre l'insolent. Malgré une arrestation musclée commanditée illégalement grâce aux relations de Il Commendatore, Favre est relâché. Le procès n'a jamais eu lieu car les poursuites ont été rapidement abandonnées, le procédé étant légal. Pourtant, une telle démonstration de force fait peur à William Favre, qui décide d'abandonner son projet au grand contentement de l'usine Ferrari. Quelques fausses GTO sont encore fabriquées mais sur des bases différentes pour bien les différencier du modèle d'origine. Une voiture est même construite en Australie sur la base d'un très rare 4 litres 4 et fabriquée de toutes pièces. En tout cas, aucune de ces répliques récentes ne peut être confondue avec une vraie GTO, Ferrari y a veillé. Voilà, on est à la fin de l'histoire de la Ferrari 250 GTO, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Alors la Ferrari 250 GTO, légende ou pas? Eh bien oui, la Ferrari 250 GTO est une légende. Mais il faut bien préciser ce que c'est qu'une légende. Je cite, « Légende non féminin, représentation traditionnelle de faits ou de personnages réels, déformés ou amplifiés. » Du coup, ne soyons pas dupes. L'histoire réelle de la 250 GTO recèle autant de courage que de filouterie, autant de travail que de tricherie, et autant de talent que de mensonges. À ce titre, la Ferrari 250 GTO est une légende, surtout pour qu'elle rapporte
argent et honneur à la firme Ferrari et à tous ses investisseurs. N'oubliez pas que les histoires de licorne ne rapportent qu'à ceux qui les créent, qui les racontent ou qui les mettent sur un t-shirt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vroom ou pas. Merci d'être venu. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, le pouce vers le bas si ça vous a pas plu et les commentaires bien entendu. Abonnez-vous, merci d'être là, merci d'être venu. Faites bonne route, roulez prudemment et je vous dis ciao, à bientôt.